Numéro 3, la photo de Nessie. Dans les cercles paranormaux, on l'appelle la photo du chirurgien. Un instantané du monstre du Loch Ness. Prise en 1934, la photo a fait la une des journaux du monde entier. Beaucoup la considéraient comme la preuve que le monstre existait dans les profondeurs troubles de ce célèbre lac écossais. Pour certains, il ressemblait à un dinosaure à long cou, peut-être un plésiosaure. Après tout, ils pensaient que les alligators et les crocodiles étaient des vestiges de l'ère des dinosaures, alors pourquoi pas un dinosaure nageur aussi? Pendant des décennies, cette unique photo a fasciné des millions de personnes. Jusqu'en 1993, lorsque les responsables de la photo ont admis qu'il s'agissait d'un canular. Mais le canular n'a pas été créé pour duper un public insoupçonné. Il a été créé par vengeance. Dans les années 30, un homme nommé Marmaduke Wetherall était un chasseur de gros gibier et un showman bien connu, une sorte de Teddy Roosevelt et de public domaine en partie. Barnum. À l'époque, les rumeurs sur le monstre du Loch Ness étaient répandues dans les îles britanniques. À tel point que le journal London Daily Mail a engagé Wetherall pour partir à la recherche de la bête. Pour sa découverte exclusive, le journal paierait grassement le duc et le rendrait célèbre. Wetherall a poursuivi Nessie, armes à la main. Il a parcouru les rives du lac Ness, a fait des allers-retours en bateau sur la surface et est même allé chasser dans les forêts environnantes. Sa persévérance a vite été récompensée. Il est tombé sur des empreintes de pieds, dites à 4 orteils du monstre, et en a ramené la moitié au musée d'histoire naturelle de Londres pour étude. Puis il a pesé pour sa récompense en espèces, pour le courrier quotidien. Mais le musée a déterminé que les empreintes de plâtre ne provenaient pas d'une bête de 20 pieds errant sur les puissantes rives du Loch Ness. Il s'avère qu'un résident local en Écosse avait pris un pied de hippopotame momifié, probablement dans la boue autour du lac, espérant tromper le duc. Dans la boue près du lac, tentant de duper le duc. Il avait été dupé, c'est sûr. Le London Daily Mail a retiré sa récompense et a publiquement humilié Wetherall. Alors, il a décidé en privé et en toute discrétion de se venger du journal. 4 mois après l'humiliation du duc, le docteur Robert Kenneth Wilson conduisait le long des rives du Loch Ness lorsqu'il aperçut quelque chose dans l'eau. Ayant sa caméra avec lui à ce moment-là, le docteur Ken s'est arrêté et a pris 3 photos de l'objet dans l'eau. Il a été stupéfait de voir qu'il se déplaçait à la surface. Mais Kenneth Wilson n'était pas un homme crédule. Donc, même s'il était sceptique, il a vendu les photos résultantes au Daily Mail pour publication en avril 1934. Ne voulant pas imiter le duc, Wilson a insisté pour que son nom soit retiré du crédit photo. Ainsi, la photo la plus célèbre du monde est devenue la photo du chirurgien. Mais aussitôt, les sceptiques ont exprimé leurs doutes. Quand l'identité de Wilson a été dévoilée, la presse a enquêté. Que faisait-il lorsqu'il a vu l'objet dans l'eau, ont-ils demandé. Il a répondu qu'il allait voir son ami Maurice Chambers pour tirer à la cible. Qu'en est-il de son passé? Médecin militaire et vétéran de guerre, il était colonel et membre du Royal College of Surgeons. Il avait été un témoin expert dans des affaires judiciaires et auteur et philanthrope. Les analystes de photos se sont tournés vers les négatifs de Wilson et ont déterminé qu'ils n'avaient pas été modifiés ou falsifiés. Donc, compte tenu des références impeccables du médecin et du fait que Wilson a vu et pris des photos de ce qui avait réellement été dans l'eau du Loch Ness, la question est devenue « qu'est-ce que c'était ?» Un oiseau à long cou? Une loutre? Un morceau de bois flotté égaré? Un reptile déplacé? Une sirène? Et c'est là que commence le mystère et la fascination pour le monstre du Loch Ness. La photo a fait le tour des journaux du monde entier. Avec une preuve photographique qu'il pourrait y avoir une créature dans le lac, Marmaduke Wetherall a été disculpé. Mission accomplie. Mais comment exactement cela a-t-il été accompli? Entrent en scène le fils de Wetherall, Ian Wetherall, et le demi-frère de Ian, Christian Sperling.
Le duc a recruté 2 jeunes hommes pour l'aider à construire un sous-marin dont il a créé un modèle. Tête et coup de serpent sur le sous-marin et a modélisé une tête et un coup de serpent sur le périscope du sous-marin à partir de mastiques à bois modelables. Ensuite, ils ont immergé le sous-marin de 14 pouces, chargé un appareil photo avec du film, pris des photos de l'objet, puis ont remis l'appareil photo à Maurice Chambers qui à son tour l'a remis à son ami et compagnon de tir, Robert Kenneth Wilson. Le Dr Ken a fait développer les photos et les a vendues au Daily Mail pour 100 livres. Il s'est avéré qu'ils ont mis sa réputation impeccable en vente au prix d'environ rien. De tout cela n'est sorti au public jusqu'en 1993 lorsque des chercheurs sur Nessie ont retrouvé Christian Sperling qui a avoué la supercherie sur son lit de mort. Selon Sperling, le seul message qu'il a reçu disait « Pouvez-vous me faire un monstre ?» Je me suis simplement assis et je l'ai fait sur l'idée d'un serpent de mer. Étonnamment, certains croient aujourd'hui que l'aveu de la supercherie était lui-même une supercherie. Et que la photo du chirurgien est réelle et prouve que le monstre du Loch Ness nage toujours quelque part dans les profondeurs écossaises. Numéro 2, l'affaire Oumo. Avez-vous déjà voulu croire en quelque chose si fort que vous avez simplement décidé que c'était vrai, qu'il le soit ou non ? C'est le postulat derrière une fascinante observation d'objets volants non identifiés en Espagne dans les années 1960. Le soir du dimanche 6 février 1966, un groupe de soldats s'entraînait à Lâche lorsqu'ils ont non seulement observé un objet volant non identifié, mais aussi un objet atterrissant non identifié. Ces soldats n'étaient pas les seuls à avoir constaté cela. Parmi les témoins corroborant l'atterrissage de l'objet volant non identifié se trouvait Jordan Pina, qui a aperçu ce qu'il a appelé un disque blanc, alors qu'il se rendait à Madrid, non loin de là. Pena a déclaré que l'objet a changé de couleur, passant du blanc au jaune, puis à l'orange. Il est sorti de sa voiture pour le voir atterrir, puis a conduit vers lui dans un champ ouvert. Le disque, a raconté Pena plus tard aux chercheurs d'OVNI, mesurait environ 30 pièces de diamètre et bourdonnait d'une vibration régulière alors qu'il s'en approchait. Cependant, avant qu'il n'ait pu l'examiner de plus près, le disque s'est élevé et a filé vers les cieux. Pourtant, alors qu'il était projeté hors de vue, Pena dit avoir aperçu un étrange symbole gravé sur le ventre du vaisseau spatial. Un peu plus d'1 an plus tard, pas trop loin, quelques témoins ont vu un aéronef volant similaire. Celui-ci était plus grand, 120 pieds de diamètre, mais avait le même symbole sur son dessous. Comme l'observation à Alich, la soucoupe a changé de couleur, seulement cette fois, elle est devenue rouge avant de se retirer dans le ciel. À quelques kilomètres de là, 7 autres personnes ont vu l'objet volant non identifié alors qu'il atterrissait dans un champ derrière un restaurant local dans la banlieue de Madrid de Santa Monica. Lors des 2 atterrissages, des témoins ont rapporté que le vaisseau spatial s'était posé. 2 témoins ont affirmé que l'engin spatial aurait atterri de manière remarquable. De manière remarquable, 2 des témoins ont déclaré avoir pris des photos de l'aéronef, 7 photos claires en tout. Après l'observation près du restaurant, un chercheur a demandé à un témoin, Fernando Sesma, pourquoi il y avait un groupe de personnes se promenant à proximité avec des appareils photo. Sesma leur a dit avec assurance que c'était parce qu'il savait que l'engin allait atterrir là, parce que les extraterrestres leur avaient dit qu'ils le feraient. Sesma avait reçu des messages des extraterrestres, écrits dans un étrange cryptique en haïforme, qui, une fois traduit, révélait que les ET venaient d'une planète appelée Yumo, à 14,6 années-lumière de la Terre. Il a montré les lettres aux chercheurs. Il a ensuite présenté des morceaux de métal et de plastique qu'il affirmait provenir de sites d'atterrissage d'objets volants non identifiés. Il semble que Sesma soit devenu un véritable croyant. Quand la nouvelle s'est répandue, un chercheur français sur les objets volants non identifiés nommé Henri de Gusset a tapissé les banlieues de Madrid avec des prospectus disant qu'il payait 300 $ à quiconque lui donnait un de ces morceaux d'équipement. Il ne faut pas sous-estimer à quel point la communauté scientifique de Madrid de l'époque prenait cette observation d'objets volants non identifiés au sérieux. Malgré leur enquête sur la foire IGUMO, rien n'en a résulté.
Les pièces de plastique et de métal obtenues sur le site d'atterrissage se sont avérées être fabriquées sur Terre, bien que rares, utilisées principalement par la National Aeronautics and Space Administration et les équipements météorologiques. Les photographies ont également rapidement été prouvées comme étant fausses, des experts en optique concluant que l'objet volant non identifié n'était rien de plus qu'un modèle suspendu à une ficelle devant l'objectif de la caméra. Beaucoup de témoins étaient là bientôt un scénario. Le chercheur d'objets volants non identifiés Henri Dugassa s'est révélé être un scénario insaisissable. Même le chercheur d'objets volants non identifiés Henri Dugassa s'est avéré difficile à trouver, les scientifiques concluant qu'il n'existait probablement même pas vraiment. Oh, et ces messages codés que Fernando Sesma a reçus des humités. Il les a reçus par courrier, écrits sur papier, envoyés par un psychologue espagnol dans le cadre d'une étrange étude sur la croyance humaine. Ce psychologue était le premier témoin de l'atterrissage de l'engin, Jordan Pina. Également connu sous le nom de Dr José Luis Jordan Pina, un psychologue spécialisé dans le comportement humain. Il voulait voir ce que les gens croient, et pourquoi. Alors il a créé cette supercherie d'objets volants non identifiés / expérience psychologique et... Cela devrait être la fin de l'histoire. Mais ce n'est pas le cas. Depuis ses observations à Madrid, les ufologues, scientifiques, philosophes, journalistes et politiciens du monde entier continuent de recevoir des lettres des supposés extraterrestres. Ces centaines de lettres ont été postées depuis les 4 coins de la Terre. Ils sont tous signés avec ce symbole mystérieux supposément gravé sur le vaisseau spatial. Même après la mort du véritable croyant de UMO, Fernando Sesma, les lettres ont continué. Chaque lettre est censée contenir des spécifications techniques et scientifiques de technologies qui n'ont pas encore été inventées. Mais selon le célèbre chercheur en objets volants non identifiés Jacques Vallée, les lettres ne contiennent que des schémas pour des technologies qui existent déjà, bien qu'elles ne soient pas largement utilisées. Dans son livre « Révélation au contact alien et tromperie humaine », Vallée spécule que l'observation du UMO en 1967 a créé une sorte de culte qui existe encore aujourd'hui. Les Yumei, comme ils les appellent, sont ceux qui continuent à perpétuer la croyance dans l'affaire UMO. Bien que cela puisse sembler inoffensif, peut-être même au niveau d'une farce, considérez que lorsque le Federal Bureau of Investigation a fait une descente dans le complexe de San Diego du culte des Portes du Paradis en 1997, ils ont trouvé des dizaines d'exemplaires du livre « Contact de la planète UMO » écrit par Fernando Sesma. Étant donné que les membres de Heaven's Gate ont commis un suicide collectif, peut-être que la croyance dans l'affaire UMO n'est pas si inoffensive après tout. Numéro 1. L'effet de Cottingley. Sir Arthur Conan Doyle peut être célèbre pour avoir créé Sherlock Holmes. Mais en 1920, l'écrivain estimé non seulement est tombé pour le canular des faits de Cottingley, mais il a involontairement aidé à le perpétuer. 6 ans plus tard, au moins un homme paierait le prix pour les sornettes de Doyle. À l'été de 1917, 2 cousines, Francis âgé de 9 ans et Elsie âgée de 16 ans, ont décidé qu'il pourrait être amusant de jouer un tour à la mère d'Elsie. En réalité, c'était un peu une cruelle farce, car 1 an plus tôt, elle avait perdu son fils pendant la première. L'année précédente, elle avait perdu son fils pendant la Première Guerre mondiale et elle était devenue en colère et tyrannique envers sa fille à la maison. Pour se venger de l'humeur sombre de leur mère, Elsie et Francis ont découpé des images de filles dans un livre pour enfants, leur ont dessiné des ailes, l'appareil photo dernier cri de leur père. Quand papa a développé les photos dans leur appareil photo dernier cri, papa était perplexe en développant les photos dans sa chambre noire. Les filles avaient fait un très bon travail pour créer les photos truquées. Elles ont l'air presque réelles, a-t-il dit. Mais elles sont réelles, ont déclaré les filles malicieusement. Puis, elles ont commencé à raconter à leur père les faits dans leur jardin qui sortiraient pour jouer avec elles. Frances et Elsie ont montré les photos à leur mère qui était stupéfaite. Depuis la mort de son fils, Polly, comme beaucoup de gens à l'époque, a contacté leurs membres de famille décédés. Polly était tout à fait pour contacter leurs membres de famille décédés. Polly était totalement investie dans le spiritisme et croyait que les images étaient réelles.
De leur côté, les filles en ont rien dit pour corriger son hypothèse et elles ont bien ri en privé de toute cette histoire. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. 2 ans après, Holly s'inscrivit secrètement à un séminaire de spiritualisme à Londres. Quand le sujet du cours a abordé l'existence des fées, Holly a apporté un objet pour une présentation. Arthur, un autre spiritualiste, était aussi présent au séminaire. Arthur Conan Doyle, un autre spiritualiste, assistait également au séminaire. Il écrivait un article sur le sujet des fées Besseger pour le magazine Strand. En voyant ces photos, il a également été stupéfait. Il les a imprimées à côté de son article comme preuve définitive que les faits sont réels. Maintenant, il ne faut pas dire que les photos ont trompé le monde en le faisant croire aux faits. Même dans les années 20, les gens étaient assez malins pour se rendre compte que les faits sur les photos avaient l'air assez fausses. Mais il y avait encore quelques croyants acharnés en ce qu'on appelait la théosophie, une pseudo-religion inventée par un mystique russe au XIXe siècle. Ce sont ces vrais croyants qui ont maintenu l'histoire bien après que l'intérêt du public ait diminué. Francis et Elsie n'ont pas aidé non plus en maintenant la supercherie pendant les 40 années suivantes. Ils n'ont jamais vacillé dans leur histoire que les photos étaient réelles, n'ont jamais donné d'indice qu'ils avaient créé les faits comme une supercherie élaborée. Les faits Connelly sont devenus une charmante petite histoire de 2 filles précoces et de leur petite farce malicieuse. Même l'autre, leurs histoires sont restées vraies. Quand un journaliste de presse a suivi l'autre, leurs histoires sont restées vraies. Quand un journaliste de presse a retrouvé Elsie en 1968, elle a maintenu qu'elle n'avait pas créé les faits. Et est même allée jusqu'à dire que l'appareil photo avait capturé leurs pensées les plus intimes et avait diffusé ces pensées sur l'image. Ouf! Hélas, cela a renforcé la conviction de certains que les photos étaient authentiques. Comme le professeur Joseph Cooper de Bradford, West Yorkshire. Cooper avait passé sa vie à étudier toutes sortes de choses ésotériques et avait donné des conférences dans le monde entier sur des sujets tels que l'astrologie, les phénomènes psychiques et oui, même les fées. Un jour, en 1975, alors qu'il faisait la queue dans une librairie, Cooper a engagé la conversation avec la dame derrière lui. Originaire de Collingley, elle connaissait les fillettes ayant pris les photos. Le professeur Cooper a dûment retrouvé les femmes maintenant âgées et a passé des années à les interroger sur les photos et leurs croyances en les faits. Il a accumulé des livres remplis de notes issues des discussions. Les femmes n'ont jamais laissé entendre que les photos n'étaient pas authentiques. Et plus elles parlaient, plus ils croyaient. Cooper a écrit des articles et des livres sur les femmes et les faits. Il est même apparu à la télévision et à la radio locale pour exiger que le public prenne les faits au sérieux. 1981, Cooper n'est pas rentré chez lui un jour ou le suivant. Les semaines passaient et Shirley, la femme du professeur, sombrait dans le désespoir. Finalement, elle a contacté Elsie Wright pour savoir si elle avait communiqué avec son mari. Elsie a déclaré d'un ton plat qu'elle ne l'avait pas vu depuis qu'elle lui avait dit que les photos étaient des fausses. Après 9 mois, Joe Cooper est enfin de retour chez lui. Il a admis avoir fait une crise de nerfs en entendant la confession d'Elsie. Son système de croyances entier s'était effondré. Il était embarrassé et honteux, découragé. Shirley dit que Joe n'était plus le même après ça. Ils ont mis fin à leur mariage de 40 ans, peu de temps après son retour à la maison. Victime d'une supercherie datant de 60 ans dans le passé. Cette vidéo, nous espérons que vous l'avez trouvée intéressante. Si vous l'avez trouvée intéressante, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous êtes nouveau, consultez notre autre chaîne Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube Criminally Listed. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminally Listed Presents Into the Killing. Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et autres plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.